Chers collègues, nous voudrions commencer cette intervention sur le budget primitif 2018 en remerciant notre collègue Andrea Brouille, dont nous apprécions à la fois la compétence et la disponibilité. Je veux lui dire d'autant plus que parfois on la passe un peu sur le grill en commission des finances et que voilà, nous apprécions toujours la manière dont les échanges se passent avec elle, et puis remercier également les services comme il se doit. Notre intervention portera sur 3 points. D'abord sur la forme de cette présentation budgétaire, mais j'ai commencé à en parler ce matin. Ensuite sur le contexte national et les grands ratios budgétaires, les grands ratios financiers de ce budget. Et enfin sur les choix politiques que vous nous proposez. D'abord sur la forme, nous le redisons, nous avons une grande critique de forme sur ce budget primitif 2018 tel que vous nous le présentez, c'est qu'il ne permet pas d'établir de comparaison claire par rapport au budget précédent, ce qui nuit beaucoup à l'analyse que nous pouvons en faire. D'abord, l'arborescence par 6 grands piliers que vous avez présentés ne nous avait pas été annoncée clairement lors du débat d'orientation budgétaire du mois d'octobre. Et cette présentation rend difficile les comparaisons avec le budget primitif 2017. C'est un petit peu technique, mais si l'on regarde l'architecture de ce budget, on voit que les comparaisons par pilier sont possibles, à condition de le calculer nous-mêmes, ce que nous avons fait, par axe politique également. Mais dans vos objectifs politiques et surtout dans les programmes budgétaires, qui sont les niveaux plus fins dans l'architecture de ce budget, les comparaisons sont impossibles car fondues dans la nouvelle arborescence. On ne voit donc pas clairement quels arbitrages politiques ont été faits ou, dit en d'autres termes, là où vous avez décidé de faire des économies et là où vous n'en faites pas. Car c'est bien cela, le débat politique, c'est débattre de nos priorités et donc de nos arbitrages. Cette présentation par pilier, et j'ai envie de dire que le document que vous nous avez distribué nous renforce un petit peu dans cette vision, ce beau document rouge, ce petit livre rouge entre guillemets, nous renforce dans l'idée qu'on est davantage dans le marketing politique que dans la démocratie d'assemblée. D'autant que le rattachement de certaines dépenses à certains piliers est de pure facture politique, à l'image de la manière dont vous avez dispatché le transport et le ferroviaire dans 3 piliers différents, jeunesse, aménagement du territoire ou encore transition énergétique et écologique. De plus, le budget 2018 est impacté par l'exercice en année pleine de compétences nouvelles sur les transports scolaires et interurbains et les trains d'équilibre du territoire qu'on a un petit peu tendance à oublier. Et cela a des conséquences significatives sur les dépenses et les recettes qui, selon leur affectation par chapitre ou par pilier, influent totalement sur la lecture du budget que nous pouvons en faire. Comme vous avez su le faire pour le budget primitif 2017, il nous aurait fallu une présentation de ce budget à isopérimètre de compétences. C'est la moindre des choses pour pouvoir exercer en conscience et en responsabilité notre rôle d'élu, et nous avons déposé un amendement en ce sens pour que cela devienne un passage obligé de nos présentations budgétaires à l'avenir, lorsque le cas se présentera à nouveau. Enfin, 3e remarque de forme, et peut-être davantage pour sourire, la lecture de certains passages de votre rapport nous a laissé pantois. Exemple, page 175, je cite, accrochez-vous mes chers collègues, le niveau de connaissance du plus grand nombre de la biodiversité ne permet pas bien souvent de percevoir le niveau d'abstraction, de théorisation et de complexité des écosystèmes et donc de mesurer l'importance qu'elle revêt pour la survie de l'espèce humaine. Fin de citation. Franchement, nous nous sommes demandé si vous n'aviez pas passé le stylo au célèbre, mais parfois difficile à suivre dans sa pensée, Jean-Claude Van Damme. Cela prêterait uniquement à sourire si ces envolées stylistiques ne voisinaient pas avec la difficulté de lecture des chiffres de votre budget dont je parlais, et surtout si dans le même temps le budget du pilier transition énergétique et écologique ne baissait pas de 24% par rapport à 2017, signe que nos collègues verts ont encore des efforts de persuasion à mener auprès de vous. Deuxième point sur le contexte national et les grands équilibres de ce budget. Le contexte national d'abord. Il impacte évidemment directement notre budget et il n'a échappé à personne qu'il a fortement changé depuis quelques mois, avec une nouvelle majeure pour les collectivités,
la fin du cycle de 4 années de baisse des dotations décidées sous la présidence de François Hollande. De 2017 à 2022, si on regarde la trajectoire budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances, l'évolution des dotations de l'État à l'ensemble des collectivités, sauf les régions, puisqu'il n'y a plus de DGF versé aux régions, est estimée à plus 0,8%, passant de 48,11 à 48,49 milliards. Une progression certes discrète, mais qui reste une progression après 4 années de baisse violente. Et pour les régions, l'évolution de la part de TVA reversée en remplacement de la DGF est estimée sur la même période de 5 ans, pour les 5 ans qui viennent, à plus 13,1%, passant de 4,12 à 4,66 milliards. C'est donc une réelle dynamique de recettes en perspective. Autre point positif à nos yeux, la logique de pacte entre l'État et les collectivités sur la limitation de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, plutôt qu'une coupe brutale dans les recettes telles qu'on l'a connue ces dernières années. Une stratégie que nous saluons et dont nous nous félicitons. Enfin, il est à noter directement dans votre budget primitif une belle dynamique de la CVAE, plus 32 millions, cela a été dit, avec évidemment votre volonté de vous attribuer une explication dans cette augmentation, et on peut le reconnaître, même si on peut se dire qu'on est d'abord sur le rétablissement de la croissance au niveau macroéconomique. Ensuite, le remplacement donc, de la DGF par une fraction de TVA, ça veut dire pour nous très concrètement 7 millions de plus en 2018 par rapport à l'exercice précédent. Et ça vient en substitution de la DGF, comme je l'ai dit. Et enfin, des dynamiques positives sur les cartes grises ou la TICPE. Alors bien sûr, il y a la disparition à ce stade, annoncée à ce stade, des 50 millions de recettes liées au fonds de soutien en matière de développement économique, mais cela ne justifie en aucun cas un discours anxiogène sur les menaces qui pèsent sur les finances locales en 2018, ou plus encore, cela ne saurait justifier un discours qui assimilerait la période passée avec ce qui se déroule actuellement, comme on a pu l'entendre notamment lors de la dernière séance plénière, ce qui est une escroquerie intellectuelle. Et aujourd'hui, nous le voyons très clairement dans nos budgets, les dotations sont stables ou ce qui les remplace avec la TVA en augmentation. Donc au total, cela nous fait une hausse de 1,9% des recettes de fonctionnement, donc une dynamique de recettes positive. Et à partir de là, vous avez un ratio impacté dans votre budget qui est l'épargne brute qui va connaître un certain redressement en passant de 227 millions à 275 millions d'euros, soit plus 48 millions d'euros. C'est absolument indispensable et urgent car l'épargne brute de la Nouvelle-Aquitaine est désormais en dessous de la moyenne nationale, 65 € par habitant contre 72 € par habitant, et on a là une conséquence mécanique aussi de ce qui nous occupait ce matin, c'est-à-dire des conséquences financières de la fusion avec l'ancienne région Poitou-Charentes du fait de la gestion de son ancienne présidente. La reconstitution de cette épargne est d'autant plus nécessaire que l'encours de la dette est passé de 1,8 milliard à 2,1 milliards, cela a été dit, et que si on observe l'encours de la dette par habitant, nous sommes aujourd'hui au 6e rang dans les 11 régions françaises. Alors si on croise encours de dette, épargne brute, cela nous amène à un ratio bien connu, la capacité de désendettement, qui serait, si on s'en tient aux chiffres de votre budget, mais on sait très bien qu'il faut prendre avec des pincettes une capacité de désendettement prévisionnelle, c'est un ratio qui se regarde sur le compte administratif beaucoup plus que sur le budget primitif, on serait à presque 10 ans à la fin de 2018. Conclusion, nous avons des ratios dégradés, l'encours de dette, l'épargne brute et la capacité de désendettement. C'est pour cela que malgré une hausse de nos recettes, vous avez dû mener, et j'en viens au point clé de vos choix politiques, c'est la troisième partie, une politique de baisse des dépenses de fonctionnement, et j'en viens à ce point. Pour les raisons de forme que j'ai exposées au début, nous avons eu beaucoup de mal à nous y retrouver dans les évolutions entre 2017 et 2018, compte tenu de ces problèmes de forme. Et nous nous en tiendrons simplement à ce que nous avions dit lors des orientations budgétaires sur 2 points. Nous avions dit, premier point, il faut faire porter les économies sur les dépenses de structure et pas sur les dépenses d'intervention. Et nous avions dit, l'aménagement du territoire doit être reconnu comme la mission essentielle de notre collectivité. Sur le premier point, les chiffres sont clairs. Si on regarde les piliers 1 à 5, qui sont les piliers d'intervention,
et qu'on isole le pilier 6 qui correspond à l'administration générale, les économies de fonctionnement réalisées ne se font pas sur les dépenses de structure, qui au total sont stables, mais sur les dépenses d'intervention qui baissent de 116 millions d'euros. Cela signifie quoi? Cela signifie que la fusion des régions a été, et cela a été suffisamment dit, un mensonge politique et qu'elle ne contribue pas à faire des économies de structure, mais au contraire, qu'elle contraint à faire des économies sur le dos des citoyens, des entreprises, des associations et des territoires. Sur le deuxième point de l'aménagement du territoire, nous commencerons par vous donner un satisfecit avec le haut débit qui se déploie en investissement à hauteur de 88 millions d'euros. C'est une très bonne chose, liée d'ailleurs aussi, je veux le dire, à l'excellent travail de nos services sur ce dossier. Monsieur le Président, c'est l'occasion de dire aussi au nom de notre groupe notre total accord avec votre ligne, sans jeu de mots, sur GPSO, et en particulier vos propos d'il y a quelques minutes étaient particulièrement éclairants et nous les partageons totalement. Mais ces questions sont loin de résumer tout l'enjeu de l'aménagement du territoire, qui est une question beaucoup plus globale et qui nous a amené, avec nos amis de l'UDI, à déposer plusieurs amendements pour lutter contre les fractures territoriales. Alors, en particulier, dans ces amendements, nous voudrions citer la question du littoral, urgence territoriale majeure, avec aujourd'hui des stations balnéaires qui sont menacées de disparition ou de relocalisation à un temps qui est à l'échelle humaine, qui est sur quelques décennies. Sur les centres-villes, grande cause nationale, la question des centres-villes et des centres-bourgs. Il suffit de lire la presse ces derniers jours pour voir que c'est aujourd'hui une question omniprésente. Ou encore, c'est une idée que nous avions portée lors des dernières orientations budgétaires, sur l'idée d'un appel à projet pour encourager les coopérations territoriales entre villes et campagnes, par exemple sur la thématique de la mobilité. Notre région doit être volontariste, très volontariste, plus volontariste sur le sujet, mais nous aurons l'occasion de développer ces points et d'autres dans la discussion par chapitre. Nous verrons aussi comment vous recevez un certain nombre des amendements et nous vous ferons part de notre position de vote à cet instant. Je vous remercie.